Du coup, je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis originaire du 93 et je suis une personne queer. Donc, je me définis plus en tant que femme, mais aussi en tant que, enfin, plus en tant que non-binaire, on va dire aussi. Et, lesbienne, du coup. Donc voilà. Alors moi, j'ai fait des études de cinéma audiovisuel. J'ai fait une licence à Paris 3. Que j'ai fini il y a maintenant déjà 3 ans. À côté de ça, j'ai fait plusieurs projets audiovisuels. J'ai réalisé des films, je suis souvent script sur des films. Voilà. À côté de ça, en tant que job étudiant, on va dire, en tant que job alimentaire, j'ai fait de la restauration pendant très longtemps. Là, je suis actuellement surveillante dans un lycée. Donc voilà, et à côté, voilà, je fais des petits projets artistiques, on va dire. Déjà, en commençant vraiment à faire des courts-métrages avec des potes à la fac, moi j'ai des potes qui ont créé une association qui s'appelle Fais le bien production. Et donc, c'est deux amis à moi, donc des femmes, qui ont créé cette association. C'était vraiment autour. C'est au moment où il y a déjà eu aussi le mouvement MeToo qui est vraiment apparu. Nous, on avait déjà quand même cet engagement-là de montrer la parité et les femmes dans le cinéma, et même les minorités, que ce soit raciales ou de genre. Donc, on a vraiment créé cette association aussi pour se donner la possibilité de faire des courts-métrages un peu plus pro, on va dire déjà, et de vraiment mettre en avant du coup nos messages à nous, c'est-à-dire du coup la parité, mettre en avant les femmes, les minorités. Et c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans mon travail, parce que pour moi c'est important de travailler avec beaucoup de femmes autour de moi, même s'il y a des hommes aussi évidemment, mais surtout mettre en avant des femmes, que ce soit des personnes racisées à l'écran ou derrière l'écran. Et même dans mes photos, j'essaie de... Bon, après, je fais beaucoup plus... je fais moins de photos de portraits, mais après, en tant que jeune de banlieue, j'essaie de montrer aussi un peu l'environnement de la banlieue, on va dire. Et donc, j'essaie vraiment de mettre en avant toute la face cachée de la société qu'on montre pas. Voilà. J'ai pas eu deux jeunesse, on va dire, et une où j'ai grandi à Paris et une où j'ai grandi en banlieue. Je viens d'une petite ville, donc c'est un peu effet village, tout le monde se connaît, tout le monde connaît tout le monde. Donc je sais qu'au collège, c'était très compliqué pour moi de m'accepter. En plus, l'homosexualité, c'est pas forcément quelque chose qui est accepté. Donc c'était plus compliqué. Après, je pense que j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que je suis aussi une femme. Donc du coup, y a ce truc-là qui fait qu'une femme lesbienne, ça passe un peu mieux qu'un homme gay dans les codes sociaux. Donc ouais, j'ai eu un peu de chance. Après, ça a été compliqué pour moi de m'accepter. Je me suis vraiment acceptée une fois que j'ai été à la fac, donc sur Paris, avec des gens que je connaissais pas, qui connaissaient pas ma vie d'avant, qui connaissaient pas ma ville, qui n'étaient pas dans les environs. Donc c'est là où j'ai vraiment construit mon identité, et même moi je me suis déconstruite de certains codes que j'avais et de certaines idées que j'avais, parce que je suis née dans ça. Et même si je sais que je les combattais, il y a des trucs qui étaient quand même ancrés en moi, et j'ai appris à les déconstruire en grandissant et avec le temps. Après, j'ai quand même vu une différence, parce qu'il y a un moment donné où je traînais quand même plus sur Paris, où j'ai rencontré des amis à moi, queer. Donc déjà, je me sentais quand même mieux, et à cette époque-là, j'avais 16-17 ans. Donc ça m'a aussi aidé. Après, je pense que ce qui est drôle, c'est que j'ai plus subi de l'homophobie très frontale à Paris et dans les rues de Paris que dans ma ville, où il y avait certes de l'homophobie, mais c'était des oui-dire et c'était jamais vraiment visé. De l'homophobie frontale, ouais, j'en ai subi vraiment à Paris, je pense. Donc finalement, après ça m'a forgé, on va dire, ça m'a forgé le caractère, et voilà. Avec le temps, et en étant plus sur Paris, et en ayant grandi, en ayant travaillé, en m'assumant, j'ai vraiment réussi à me construire un milieu safe, on va dire. J'étais entourée de gens qui me comprenaient, qui me connaissaient. Donc j'étais beaucoup moins confrontée, on va dire, à l'homophobie, même si ça existe
toujours et que, évidemment, ça m'énerve. Mais c'est vraiment en revenant, en travaillant dans un lycée, donc avec des jeunes et des jeunes de banlieue et d'une ville à côté de chez moi en plus, donc avec certains codes que je connais et dont j'avais oublié en fait, parce que je m'étais éloignée un peu de ce milieu-là. Et en revenant dans ce milieu-là, bah, je me suis rendu compte que c'était encore hyper présent. On est des gens stigmatisés, que ce soit pour notre couleur de peau ou que pour notre orientation sexuelle. On a le même combat, c'est qu'on veut être considéré aux yeux de la société, on veut être reconnu tel qu'on est, comme des gens normaux. Et en fait, il y a ce truc-là qui me motive vraiment, parce que pour moi, c'est important que tout le monde soit représenté. Et du coup, ouais, évidemment, ça me met en colère de voir toujours qu'il y a certaines lois ou certaines personnes qui sont hyper conservatrices de certaines choses qui, pour moi, sont parfois infondées. Mais ça me motive à me dire qu'il y a encore un travail à faire et que c'est important de le faire. Et j'ai des retours de personnes, de lycéens et lycéennes, surtout en vrai, qui sont gays et qui me disent c'est cool, on t'a vu là, on sait que on sait que tu colles. Donc, et il y a un truc où tu sens que ça leur fait du bien d'avoir une représentation adulte de quelqu'un qui leur correspond et à laquelle ils peuvent s'identifier. Bon, je ne dis pas que je suis le plus grand modèle, mais au moins, je leur donne une idée de j'existe et je suis adulte et tout va bien. J'ai un travail, je vis ma vie, je fais des trucs. Donc voilà. On occupe un champ qui est important et c'est bien parce que il faut. Moi, je me rappelle j'allais dire à mon époque, comme si j'étais hyper vieille, mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas ce truc-là. Voir des personnes trans dans une série télévisée, ça n'existait pas à mon époque. En tout cas, je le savais pas, ou il n'y avait pas cette conscience-là. Même voir des personnages homosexuels dans une série télévisée, c'était un truc de fou. Moi, je sais qu'il y avait Skins à mon époque, c'était un truc de fou, quoi. J'étais tombée sur Skins parce que j'avais tapé série homosexuelle, gay, et j'étais tombée sur des personnages plus Skins. Donc, du coup, j'ai recommencé à regarder, je me suis sentie un peu représentée. Mais en vrai, maintenant, et c'est bien parce que maintenant, tu as une représentation qui est hyper large, tu as une palette qui est hyper large, et c'est bien, et c'est important. Et moi, je vois avec du recul, moi, j'avais pas cette chance-là. Et c'est pourquoi moi, en tout cas, j'ai envie de faire ce métier-là, et oui, je travaille dans ce milieu-là parce que c'est important pour la représentation et que ça ouvre le champ des jeunes, quoi. Ça touche le plus les jeunes. Enfin, je vois l'impact de Netflix sur les jeunes, c'est un truc de fou. Il y a encore des choses que j'apprends aujourd'hui et j'ai 24 ans. Enfin, il y a plein de choses que j'ai appris à mes 20 ans, tu vois. Et je me dis, mais c'est trop grave, pourquoi je ne sais pas ça avant? Même si, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, mais les jeunes, ils n'ont pas encore de vie sexuelle. Et alors, même s'ils n'ont pas de vie sexuelle, il faut quand même leur apprendre des choses, et en plus, la sexualité, c'est tellement important, en vrai, on essaie d'en faire un tabou, et c'est vrai que Sex Education, moi j'adore cette série, en plus, je suis trop contente de cette série, elle est hyper bien, elle est bienveillante et tout. Donc, non, c'est important. Et le nombre de personnes qui a vu cette série, c'est fou. Il y a un tabou. Que ce soit sur la sexualité hétéro ou homo ou autre. Je pense que dans certaines familles, il y a un truc de désinformation et donc de tabou. Parce qu'on n'en parle pas, donc les gens ne savent pas. Et donc les jeunes ne savent pas. Et donc, effectivement, ils reproduisent ce qu'ils voient et ce qu'on on leur apprend, entre guillemets, les schémas basiques qu'on leur apprend. Donc, effectivement, quand tu connais pas quelque chose, tu vois pas plus loin que ça. Et c'est pour ça que les séries type Sex Education, ça permet en plus, c'est un truc, maintenant Netflix, tout le monde a Netflix. Donc, effectivement, ça permet aussi de donner de l'éducation aux plus jeunes et comme aux plus vieux, en vrai, parce que moi, il y a des gens de mon âge qui n'ont pas forcément des connaissances sur la sexualité. Et c'est quand même hyper affolant. Enfin, moi, je vois même, des fois, il n'y a pas longtemps, j'avais une conversation sur la contraception. Et je sais que j'avais parlé de vasectomie à une de mes amies. Je lui ai dit, mais tu sais, la vasectomie pour les hommes, en vrai, c'est pas irréversible et tout. Elle m'a dit, ah bon, ma pote, elle a mon âge. Et au début, elle m'avait même dit, c'est quoi une vasectomie? Enfin, j'étais en mode, mais tu sais, et ils étaient choqués. Et tu te dis, bah, ça, c'est un type de contraception dont, en fait, je pense que t'as genre
10% des hommes qui savent que que ça existe et qu'en plus c'est pas c'est pas irréversible. C'est que et tu dis mais c'est bête et pourtant les femmes savent que faut prendre la pilule, que il y a un truc et donc ça c'est hyper dommage et c'est hyper dangereux en vrai. C'est hyper dangereux. Déjà c'est très binaire. En plus tu te rends compte que l'organe génital féminin, dit féminin, c'est l'organe le moins connu au monde. Alors que quand même, on a un clitoris et que c'est le seul organe, si je me trompe pas, qui donne du plaisir. Un homme, il n'a pas d'organe pour donner du plaisir, techniquement. Et ça, c'est des choses que, moi, j'ai appris très tard. Même, sur les MST et tout, tu te dis, mais ils te disent de mettre une capote limite pour, ils t'en parlent des MST, mais voilà, ils t'en parlent pas plus que ça. Et où c'est surtout, il faut mettre une capote pour ne pas tomber enceinte. Et il y a des jeunes, ils pensent que la capote, c'est 100% de taux de réussite à la contraception. Alors que non, non. On ne parle pas des effets indésirables de la pilule, on ne parle pas du fait que la pilule, en fait, ça a été inventé pour les hommes. Parce qu'on disait que les femmes étaient pas assez responsables pour la prendre. Et quand ça a donné des effets secondaires à l'homme, on s'est dit, on va la donner à la femme. Et tu te dis, mais c'est... Dans quel monde on vit, quoi? Et tu te dis, on est au 21e siècle et c'est quand même grave. Alors, ma relation à l'écriture inclusive, elle s'est faite tardivement, genre vraiment très très tardivement, parce qu'effectivement, par automatisme, j'ai toujours utilisé la langue française normale, académique. Et c'est vrai que des fois, je ne faisais pas forcément attention, surtout par exemple en texto ou autre, quand j'écris vite. En plus, tu as la correction automatique qui, encore sur le modèle académique, donc du coup, qui prend du temps à mémoriser quand j'écris des YEL. Maintenant, j'essaie de faire plus attention, surtout vis-à-vis de qui je parle déjà. Si c'est un groupe de personnes en mixité, je vais quand même mettre la mixité. Du coup, je vais mettre IL, elle, il ou elle. Je vais essayer de mettre les deux. Après, effectivement, j'ai encore un travail à faire dessus parce que par automatisme et par en plus, je l'emploie pas forcément non plus tout le temps à l'oral, surtout dans le milieu scolaire où ils comprennent pas forcément si je commence à employer vraiment tout en inclusif. Mais j'essaie de faire des efforts parce que quand même c'est important. Et je sais que si demain je dois écrire un mail, je vais clairement faire de l'écriture inclusive. Donc voilà. Je pense que c'est important d'avoir de mettre en valeur quand même les personnes concernées. Parce qu'effectivement, c'est les personnes concernées et que c'est ces personnes-là que ça impacte le plus. Du coup, effectivement, si on parle d'inclusivité dans un sujet, ça serait intéressant d'avoir leur témoignage. Après, ça peut être aussi intéressant en parallèle d'avoir un témoignage en plus de quelqu'un qui n'est pas du tout concerné, mais qui prend position aussi en tant qu'allié, on va dire. Après, je trouverais ça intéressant aussi de voir des textes littéraires réécrits de manière inclusive. Pourquoi pas, ça peut être très cool. Alors moi, mes pronoms, je sais que vu que j'ai une apparence féminine, les pronoms habituels qu'on emploie pour moi, c'est elle. Ça me dérange pas. Quand par exemple, si on genre un adjectif au masculin pour me parler, ça va pas me déranger plus que ça. Je vais pas m'attarder là-dessus, ça me gêne pas. Je suis très contente. Enfin, je trouve ça très important que les gens, moi je le fais pas, mais voilà. Si les gens ont envie de le faire, en fait, c'est bien de mettre en valeur ces pronoms pour montrer l'importance des pronoms. Et après, tu te rends compte que nos pronoms en français, c'est une catastrophe, quoi. Qu'en anglais, c'est beaucoup plus facile d'utiliser des pronoms non binaires qu'en français. En français, en plus, il faut que t'expliques qu'est-ce que
ça veut dire réel, mais pourquoi? Alors qu'en anglais, enfin, bon, il y a quand même des débats, mais je pense que c'est plus simple. Si, on l'intègre vite. Moi, la première fois que je l'ai lu, bon, après, pour être queer, j'ai très vite compris ce dont ça parlait et je trouve ça important. En plus, je trouve ça beau, moi, je trouve ça mignon. Mais ouais, et c'est quand même fou, moi, même quand tu regardes la féminisation des métiers, tu te rends compte que par exemple, la boulangère, en fait, de base, ça veut dire la femme du boulanger. Enfin, comment c'est pas du tout, je trouve ça trop pareil. Et que tu trouves ça encore des fois dans des dictionnaires, ça montre. Enfin, vraiment, je suis très quand même. Tu dis oui, bon, bah, depuis, on est quand même passé à autre chose. Et en plus, enfin, et c'est pour ça que je pense que l'écriture inclusive, elle est importante. Moi, je trouve ça un peu, enfin, pour ceux qui disent oui, ça rend la langue moins belle. Bah, en quoi? Parce que finalement, vous avez fait un choix qui vous va, mais, euh, mais finalement, pas tant que ça. Ils ont choisi le masculin et ils disent que c'est mieux, mais moi, je trouve pas ça forcément plus beau quand tout est au masculin. Si tout était au féminin, ça serait très bien. Enfin, pas tout, mais s'il y avait un ensemble des deux, ça serait mieux. Ça serait plus représentatif et justement plus beau. Le message pour moi serait plus fort aussi. Aimez-vous et aimez-nous. Parce que c'est important, je pense que tout passe aussi par, pas forcément par l'amour, mais pour moi, le respect, c'est aussi une forme d'amour. C'est une forme d'acceptation et oui, d'amour des autres en général. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc, je pense que aimer son prochain, peu importe comment il est, c'est important.